Smart et réglo, retour à des choses sérieuses. C'est vrai qu'on vient de voir le yoga du rire et c'est ce travail mené par ce yogiste du rire en entreprise. On est avec Sabrina Kemel, avocate spécialiste en droit du travail. Merci Sabrina d'être avec nous. Alors je reprends un air sérieux parce que le sujet qu'on traite aujourd'hui, ce sont des drames, des moments difficiles pour un salarié, des conflits. D'abord, qu'est-ce qu'un accident du travail? Parce que c'est un élément important. On l'a déjà évoqué dans la situation du télétravail, mais d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on considère comme un accident du travail? C'est un accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Donc pas forcément sur le lieu de travail. Vous pouvez très bien avoir un accident du travail sur le trajet, par exemple, en allant au travail, ou chez vous, ce qui se développe avec le télétravail. C'est ça. Bien sûr. Le temps de trajet est considéré comme un accident du travail. On se dirige au travail. Oui, alors c'est un accident de trajet, mais ça relève de la même législation que les accidents du travail. Excusez-moi un détail, parce que le droit souvent est complexe, lié à des détails. Je transporte ma fille à l'école. Je vais vers mon travail, mais d'abord je la dépose à l'école. J'ai un accident entre ma maison et l'école. Alors si c'est un détour habituel, oui. C'est considéré comme un accident du travail. C'est un détour habituel. Il y a quand même un point, parce que vous vouliez l'évoquer, ce sont des points précis, c'est l'intérêt d'avoir un avocat. Une bagarre, ça arrive assez fréquemment. Il arrive fréquemment que des salariés s'empoignent, un coup part, la personne est blessée, on lui casse le nez, il a des dents cassées, il a des ITT. Est-ce que c'est considéré comme un accident du travail? Ce sera considéré comme un accident du travail, a fortiori si ça arrive sur le lieu de travail. En fait, on a une présomption qui est irréfragable. L'employeur pourra bien sûr émettre des réserves sur cet accident, mais en réalité, dès lors que l'accident intervient sur le lieu de travail, c'est un accident du travail. Vous glissez sur une peau de banane au boulot, c'est un accident du travail. Oui, c'est pas pareil de glisser sur une peau de banane que se prendre un coup par quelqu'un qui vous a agressé, par exemple. Oui, c'est vrai, mais ça s'est passé sur le lieu de travail. Donc en fait, ça reste un accident du travail. C'est quoi? C'est correctionnalisé? On peut attaquer en justice et porter plainte contre celui qui... C'est pas les mêmes procédures? Non, alors là, tout ce qui relève de l'accident du travail, ça va être les juridictions de sécurité sociale. En revanche, si on veut porter plainte contre le salarié qui vous a attaqué, là, j'ai envie de dire, c'est entre les deux salariés, donc ce sera devant le tribunal correctionnel. Bien sûr, on peut porter plainte contre le salarié. Juste un détail pratique, encore une fois, c'est des questions importantes que les chefs d'entreprise se posent. Est-ce qu'il est autorisé de faire un test d'alcoolémie à l'issue de cette altercation? Il y a un salarié qui est par terre, un autre qui vient de frapper, il s'est passé quelque chose de grave. Est-ce que le CHSCT, enfin le nouveau nom du CHSCT peut apporter un test d'alcoolémie et vérifier l'alcoolémie des salariés? Comment ça se passe, ça? C'est pas tant la C2SCT, c'est plutôt ça, CSSCT, je crois, le nouveau nom. Oui, même les avocats s'y perdent. Oui, parce qu'en réalité, en fait, normalement, elle est intégrée au CSE. On parle de CSE, globalement. Disons le CSE. Mais le test d'alcoolémie, bien sûr, il est possible, mais il faut qu'il ait été prévu par le règlement intérieur, déjà. Et puis, il y a toute une... Vous voyez, vous devez faire une contre-expertise. Enfin, la contre-expertise doit être possible. Il y a tout un tas de conditions. Mais oui, le test d'alcoolémie, dans ce cadre-là, est parfaitement possible. Alors, il y a l'accident du travail, il est cadré, il est reconnu, et puis il y a la maladie professionnelle. Est-ce que d'un accident du travail, on peut glisser vers la maladie professionnelle, ou est-ce que ce sont deux choses qui sont très distinctes et qui ne prennent pas leur source au même endroit? Non, ce sont deux choses qui sont distinctes. L'accident du travail, c'est un fait soudain. La maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va se développer sur le temps. Donc c'est complètement différent. Et c'est pour ça que s'agissant d'ailleurs du coronavirus, on tend plus vers la maladie professionnelle que vers l'accident du travail, puisque justement, c'est pas soudain. L'Assemblée a voté un texte sur les maladies longues. Alors, je ne sais pas si les décrets d'application sont encore parvenus sur les ordinateurs des avocats, mais la maladie longue implique l'idée que ce Covid provoque une maladie longue, et donc on peut rentrer dans quoi? On peut bénéficier du statut d'un malade professionnel? Alors, pour le Covid, c'est un peu particulier, parce qu'il y a le cas des soignants qui rentrent justement dans le cadre des tableaux, puisqu'on a des tableaux de maladies professionnelles, et le Covid en fait partie. Mais pour les soignants, pour les salariés lambda, la procédure est un peu plus complexe. Il va falloir démontrer que le coronavirus, en fait, a été attrapé sur le lieu de travail, du fait du travail. Ce qui est très compliqué. Moi, je n'y crois absolument pas. C'est impossible, en fait. J'ai entendu certains de mes confrères qui croyaient. Moi, je suis pessimiste pour le coup, vous voyez, alors qu'en principe, je suis de nature optimiste. Mais là, j'y crois pas. D'un point de vue technique, c'est compliqué de prouver que c'est l'entreprise qui vous a donné le Covid. C'est impossible. Oui, alors sauf à ce que l'entreprise, vous voyez, ait mis aucune mesure en place s'agissant du coronavirus. Donc, pas de masque, pas de gel, rien du tout. Et là, on peut se dire que s'il y a plusieurs cas de coronavirus, effectivement, le faisceau d'indices
pourrait tendre vers le fait que vous l'ayez attrapé sur le lieu de travail. Ça, c'est un sujet important. Mais c'est très rare. Sinon, moi, j'y crois pas. Enfin, pour venir au travail, vous prenez le métro, vous passez par la boulangerie ou autre. Enfin, vous voyez, vous pouvez l'attraper. Mais partout. évidemment, même dans l'air, puisque Même dans l'air, l'idée circule qu'il pourrait être aussi contenu dans l'air. La maladie professionnelle, donc elle se distingue de l'accident du travail, qui est un événement. C'est quoi? C'est de la longue durée. Il faut pouvoir prouver qu'on a été intoxiqué à du benzène, à des produits toxiques, et que cette accumulation d'intoxication a amené à une maladie. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée. C'est par exemple, vous allez travailler sur une machine et au fur et à mesure, ça va vous provoquer une tendinite. Donc, on rentre dans le cadre de la maladie professionnelle. L'amiante, vous respirez des poussières d'amiante et l'amiante, ce grand fléau, ce grand mal du siècle, justement, c'est considéré comme une maladie professionnelle. Et sur l'amiante, vous voyez, moi j'ai eu plus de 1000 contentieux amiante. On se fait à chaque fois harakiri sur l'amiante. C'est dès lors que des salariés ont été exposés à l'amiante, la maladie professionnelle est quasi automatiquement reconnue. Quasiment automatique. Ah bah oui, automatique. On ne parle pas de la silicose des mineurs, puisque c'était aussi une réalité concrète. Les mineurs ont tous été intoxiqués. Mais oui, bien sûr, et ça a été reconnu comme maladie professionnelle, et ça allait plus loin, on reconnaît même la faute inexcusable de l'employeur. Justement, c'était pour terminer, la fameuse faute inexcusable. Elle vient prolonger cette maladie professionnelle. Ça veut dire que l'employeur n'a pas mis en place toutes les mesures de protection et il a commis donc une faute inexcusable. C'est bien cela? C'est ça, en fait, ça veut dire que l'employeur a su, mais n'a rien fait. Vous voyez? Et donc, en fait, il y a deux conditions qui sont cumulatives. Je savais, mais je n'ai rien fait pour protéger mon salarié. Et donc, la faute inexcusable est reconnue, ce qui donne le droit au salarié, à une rente majorée et à des indemnités, par exemple, un préjudice moral, un préjudice physique. Alors, les deux, c'est souffrance morale et physique qui s'englobent dans un même préjudice, mais un préjudice d'agrément. Par exemple, les salariés qui sont victimes, justement, de l'amiante, ne peuvent plus, qui sont atteints de cancer bronchopulmonaire, ne peuvent plus exercer leur activité comme avant. Bien et sûr. donc, dans leur vie de tous les jours, il y a une diminution de leur état de santé et elles ont ce qu'on appelle un préjudice d'agrément et elles sont indemnisées à ce titre-là. On a le droit en fait à une panoplie de préjudices. Qui vient se rajouter évidemment à la maladie professionnelle en elle-même. Il y a des graduations pour se quitter. On est à 100%, on est à 80%, on est à 50%. Qui évalue en fait le degré d'indemnisation? Parce que c'est un vrai sujet. Oui, alors moi, dans le cadre de mes contentieux, je demande toujours une expertise. Donc un médecin expert soit nommé pour justement pouvoir fixer sur une échelle de 1 à 7 le préjudice. Et après, vous avez des barèmes. C'est bête et méchant, on a des barèmes. Ah oui, c'est des barèmes. Et par exemple, 2 sur 7, ça va être un préjudice entre tant et tant d'euros. Et ce qu'il faut savoir, Arnaud, je le précise, c'est malheureux, mais quand il y a un décès, parce qu'on en a souvent, moi je traite souvent d'accidents mortels du travail, une personne décédée, l'indemnisation est inférieure à celle d'une personne vivante subissant un préjudice. C'est incroyable. Ouais. Pour les ayants droit, c'est, pour vous donner un exemple, une femme qui va perdre son conjoint va avoir le droit à une indemnisation qui se situe entre 20 et 30 000 euros. Des petits-enfants qui ont perdu leur grand-père, ce sera aux alentours entre 3 et 6 000 euros. Et pour une personne qui reste vivante, elle recevra chaque mois donc une indemnité qui sera supérieure à ce que la personne décédée aura reçu. Qui, in fine, sera supérieure. Et puis, elle va recevoir aussi des indemnités pour divers préjudices qui seront supérieurs. Oui. C'est une information importante et tragique, d'ailleurs, pour ceux qui ont perdu un proche au travail, puisque c'est de ça dont il est question. Bien sûr, et ça arrive malheureusement... Bien sûr. Ah bah oui, sur des chantiers, je gère quasiment un accident mortel par mois. D'ailleurs, j'ai écouté un reportage passionnant sur le tunnel du Mont Blanc et j'entendais un chiffre ahurissant qu'ils avaient prévu, je crois, 2 morts par kilomètre. Donc ils avaient calculé que quand on creusait ce tunnel, ils avaient assumé l'idée qu'il y aurait 2 ouvriers qui mourraient par kilomètre, compte tenu que le tunnel en a fait 22, je crois. On imagine le nombre d'ouvriers qui sont morts dans ce tunnel. Merci Sabrina, merci de nous avoir éclairé sur ces sujets qui sont éminemment sensibles. On est un peu loin du yoga du rire, c'est pour ça que c'est un peu utile. Voilà, on peut peut-être se remettre un tout petit peu comme ça pour se dire au revoir, parce que c'est vrai que c'est un sujet éminemment important. Vous revenez quand vous le souhaitez, Sabrina, avocate en droit du travail, en droit social, vous l'aurez compris. On fait une petite pause café avec Fanny Griesmer, on va essayer de retrouver le sourire, évidemment. On s'intéresse au changement de code vestimentaire. C'est vrai que le costume a pris un petit coup sur la tête et au passage, l'élégance aussi, parce que le télétravail, on s'habille comme on veut, évidemment. C'est tout de suite.